le plaisir est vraiment renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver comme à l'accoutumée chaque mercredi pour Web Presse. Aujourd'hui, nous allons parler de trois grands thèmes. Vraiment, si l'État le permet, on va se battre pour en parler. Nous allons parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, le cas de Béni et d'Irangati. Nous allons parler du cas de la Transco et de la banque, la situation dans les banques commerciales. Et bien, c'est le volet économique. Et nous allons terminer par la libération provisoire de Fidel Babala à la CPI. Alors aujourd'hui, je suis entouré des intelligences de mon pays, comme à l'accoutumée, comme je le dis, en République démocratique du Congo, il y a des intelligences. Eh bien, on va vous le prouver tout à l'heure. Je suis avec Daniel Safou, le point saillant plus. Bonjour Daniel. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, car beaucoup de mes téléspectateurs et mes téléspectatrices vous apprécient beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, je suis avec Daniel Safou. Je suis avec Aimé Toumba, la trompette. Bonjour Aimé Toumba. Bonjour, c'est pas Aimé, c'est Jean-Jacques Toumba. Jean-Jacques, où? Merci de... Ok, merci. Parce que moi, dans ma tête, voilà, c'est toujours bien. Bon, les prénoms, ça ne nous appartient pas, au moins le nom, c'est africain. Donc, Jean-Jacques Toumba, c'est la trompette. C'est la première fois qu'il passe dans Web Presse. Vous allez aussi les découvrir. Il est éditeur du journal des Lobes de Madère, La Trompette. Nous allons terminer par Jean-Marie Nkamboua de l'Avenir. Bonjour Jean-Marie. Bonjour madame. L'Avenir, ça va? Un peu bien. Ça va, ça ira au rythme de la République démocratique du Congo. Donc nous allons ouvrir le bal avec la situation dans l'Est de la République. Le Faratité, Nord Kivu, des obsèques qui donnent le vertige, 80 morts, le peuple sonné, journée ville morte hier à Béni. Et toujours dans ce domaine de l'Est, dans ce cas de l'Est, le docteur Denis Mukwege, lui s'inscrit d'ailleurs dans la logique de l'alternance en République démocratique du Congo. Il est, comme vous le savez, le réparateur des victimes des atrocités vécues à l'Est de la République démocratique du Congo. Et évidemment, un des nominés pour le prix Nobel, mais il a encore raté cette année, dommage. Voilà, je commence par Daniel Safou. Daniel, 80 morts. On a suivi les images, Daniel, et d'abord je commence par rendre hommage à nos compatriotes qui tombent, vraiment hommage, mais une minute de silence dans nos cœurs pour nos compatriotes tombés en tout cas. Et aujourd'hui, il y a même une opinion, Daniel Safou, qui pense que la République démocratique du Congo a trouvé son Boko Haram avec ce qui se passe dans l'Est de la République du Congo. C'est votre avis aujourd'hui? Non, je ne partage pas cette hypothèse. Ça, c'est l'hypothèse de Lambert Mende. Ok. Ça, c'est l'hypothèse, n'est-ce pas, du gouvernement. Que ce sont les rebelles de la DEFLALO. Non, ce n'est pas mon hypothèse en tant que journaliste. Nous devrions quitter la dimension de communiquer. Nous devrions quitter la dimension de relayer toujours l'info qu'on nous donne par les gouvernements. Non. Nous, journalistes, malheureusement, on n'a pas assez de moyens. Nous devons créer les moyens, chercher à tout prix à fouiller l'information. C'est ça notre pertinence. Mais en fouillant l'information, avec peu de moyens, je me rends compte, dans les prémices, n'est-ce pas, de mes investigations, cette hypothèse-là tombe. Je vous présente l'argumentaire. Vous avez d'un côté l'aéroport, De Béni. vous avez de l'autre côté la MONUSCO, un peu plus loin là vous avez les FARDC. Donc c'est une zone contrôlée. Par Et le c'est- gouvernement, en fait, par les par forces, par les FARDC. FARDC. Oui, c'est contrôlé aussi par la MONUSCO. Il faut qu'on précise parce qu'à côté de l'aéroport, il y a la MONUSCO. Là, je vous présente la dimension Géographique. géographique. Vous me saisissez? Or, en termes militaires, l'aéroport a toujours été l'objet stratégique. Vous comprenez? Ça fait partie d'une grande stratégie. Ça veut dire quoi? Si on vous récupère l'aéroport, c'est-à-dire qu'on suppose, on vous a récupéré, n'est-ce pas, en termes stratégiques, on vous a récupéré un point aussi stratégique, s'il ne faut pas se répéter. Je ne suis pas militaire, je suis journaliste. Mais c'est ici. Donc j'essaye un peu de me faire comprendre à ceux qui nous suivent. Mais alors, comment se fait-il que les choses peuvent se passer dans cet espace-là? On suppose que c'est un espace opérationnel, comme disent les militaires, c'est une zone opérationnelle. Et ce n'est pas la première fois qu'il y ait des problèmes dans cette zone. C'est là où Mamadou Ndala a connu des problèmes, n'est-ce pas? Donc c'est une zone, parce qu'il y a eu déjà des problèmes à son temps, on devient, n'est-ce pas, Renforcer la sécurité de cette zone. On pourra admettre, si cela s'est passé ailleurs, on pourra admettre que ce sont des rebelles. Mais ça se passe dans une zone pirement sécurisée. Pas seulement par les FRDC, la MONUSCO aussi. Pas seulement la MONUSCO, il y a l'aéroport qui est là. Je crois, on pourrait bien relativiser les humains, parce qu'on n'a pas tendance, c'est une bêtise.
perdre la vraie valeur. Les vraies valeurs, ce sont les hommes. Perdre les hommes en 21e siècle, bêtement comme ça, c'est encore une bêtise humaine. C'est encore une bêtise humaine. Mais regardez maintenant. Je continue à renforcer mon argumentaire autour de l'hypothèse qui sous-tend, n'est-ce pas, que ce ne sont pas des rebelles. Il se passe quelque chose qui nous échappe. Mais regardez maintenant, là où, n'est-ce pas, je me pose des questions. Où sont passés les services de sécurité, qu'on appelle ailleurs les services d'intelligence? Partout ailleurs, quand il y a un problème, on interroge. Interrogeons les services de sécurité qui sont censés évoluer dans l'anonymat, dans la discrétion, avec beaucoup d'intelligence. Tout ce qui peut nous arriver dans ces pays, parce que les pays, ou tous les pays du monde, sont dirigés par ce qu'on appelle l'intelligence stratégique. Mais nous, au Congo, nous sommes encore à la phase de l'intelligence académique. C'est comme ça qu'il nous arrive des histoires pareilles. Okay. On ne dirige les pays que de manière anticipative. On ne dirige pas les pays quand il y a un problème. Okay, Daniel, on aurait évité cette bêtise humaine encore. Pour la... Jean-Jacques Toumba, je vais revenir. Voilà, la population de Béni, c'est ça abandonné. C'est vrai, comme l'a dit Daniel Safou, c'est une zone vraiment bien protégée, une zone couverte par les forces armées. Mais selon aussi certaines sources, ces gens opèrent sous mode guérilla. Ils entrent, ils pillent, ils tuent. Ils s'en vont. Donc, ce n'est pas une tactique régulière de la guerre classique. Donc, c'est un peu aussi difficile à notre force armée, à nos soldats, d'être vraiment en guerre contre ces gens-là. C'est vraiment, ce sont des rebelles, des terroristes. Oui, tout à fait. Ce sont des terroristes. Mais, dans une zone contrôlée par l'armée, la MONUSCO et la police, ça pose problème. Puisque... il y a maintenant plus d'une semaine que ces événements se sont déroulés. Aucun enseignant arrêté. Dans le même périmètre, je ne sais pas, ça pose problème, c'est vraiment une grande préoccupation. Les enquêtes n'aboutissent pas dans ce pays. Je ne sais pas si on va ouvrir encore une énième enquête, dont on sait qu'elle n'aboutira jamais, mais il n'y a pas d'explication. C'est pourquoi le peuple maintenant veut se prendre en charge pour assurer sa propre sécurité. C'est-à-dire, il y a la défaillance. Si le peuple se prend en charge, c'est interdit par la loi de se prendre en charge. Oui, mais qu'est-ce que nous allons... D'une certaine façon. Nous allons continuer à comptabiliser les morts. Acceptons. Puisque maintenant, les services de sécurité ont failli, c'est ça. Nous devons nous attendre à peut-être un coup de pouce du gouvernement pour renforcer la sécurité. Le ministre a bien fait de doter la police des engins roulants. Mais il faut renforcer aussi quelque part les services de sécurité et qu'on dise quand même qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est une zone contrôlée par l'armée et la MONUSCO. C'est la défaillance du gouvernement. S'il vous plaît, Daniel, oui. Pas d'interférence quand les autres parlent. Jean-Marie Kamboua, c'est vrai que la population se pose beaucoup de questions par rapport à ça. 80 morts, on a l'impression que les morts congolais n'ont aucune valeur. Et beaucoup de gens d'ailleurs se posent la question, pourquoi on n'est pas en deuil? Pourquoi les drapeaux ne sont pas en berne? Pourquoi la vie continue comme si rien ne se passait? Est-ce que la vie d'un Congolais aujourd'hui n'en vaut vraiment pas la peine? Madame, on ne peut pas dire que la vie d'un Congolais ne vaut rien. On ne peut pas le dire. Dire comme ça, ce serait une injure de notre part. Mais laisse-moi quand même dire quelques petits éléments par rapport à tout ce que les amis ont dit. Lorsqu'on voit les modes opératoires des ADF Nalu, lorsqu'on voit comment ils ont opéré la nuit, ils ont égorgé, ils ont tué, puis ils disparaissent. Voilà qui pousse certains Congolais à dire qu'il s'agit des terroristes. Et ce terrorisme-là nous a été importé et il n'est pas congolais. Les Congolais ne peuvent jamais se comporter de cette façon. D'ailleurs, et même les rebelles, les ADF Nalu, ils ne sont pas congolais, ce sont des étrangers. Des Ougandais. Et lorsque les amis disent que aucun n'a été présenté à la télévision, je pense que les amis doivent aussi apprendre à suivre l'information. Parce que moi, je sais... L'ami, moi je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. Oui, j'ai la parole. Vous allez me contredire, mon cher. Moi je n'ai pas dit ça. J'ai la parole. Je sais que la RTNC nous a brandi des Tanzaniens, des Kenyans, des Congolais, des Ougandais et consorts qui ont été arrêtés et qui ont été transférés à Kinshasa. Donc c'est une preuve à suffisance que la situation telle que nous la vivons, elle n'a pas été concoctée par la RDC ni en RDC, mais c'est les faits
des pays étrangers qui veulent nous imposer un mode de vie. Les amis ont dit, Paulette, que la ville est sécurisée par la MONUSCO les FARDC et tout ça. Oui, je me dis qu'il faut peut-être faire marche arrière. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il y a peu, les fameux rebelles, les ADF Nalou, étaient confinés quelque part. Le gouvernement nous a dit que les rebelles étaient confinés et qu'ils ne pouvaient pas encore avoir beaucoup de moyens pour se redéployer. Malheureusement, on n'a pas compris comment d'un coup, les rebelles que l'on disait confinés quelque part, ont pu avoir de la force, ont pu avoir les moyens pour se redéployer. De leur pays respectif. Le problème, c'est quoi? C'est la trêve qui a été observée par les gouvernements, qui avaient le soutien de la MONUSCO, qui, selon moi, a occasionné la situation. Car ça a permis aux autres de se requinquer un peu. Voilà, si la trêve là n'avait pas été décrétée, je pense qu'on ne parlerait plus des ADF Nalou aujourd'hui. Mais étant donné que le gouvernement avait observé une trêve, voilà qui a permis à ces bandits de se réorganiser, d'avoir plus de moyens, de piller la population, de les tuer et d'arriver à se plaire d'aujourd'hui. Donc, je me dis, un peu comme la société civile l'a demandé, que les gouvernements de la République reprennent les attaques contre les ADF Nalou, ensemble avec la MONUSCO, afin qu'on en finisse une fois pour toutes, parce qu'on en a marre quand même de toujours continuer à compter les morts. On en a marre. Les Congolais sont morts depuis longtemps. On en a marre et cette situation doit s'arrêter. Vous comprenez quand même la réaction des populations de Béni, ville morte. Est-ce que vous avez l'impression que Kinshasa ou les populations d'autres villes de la République se sentent concernées par ce qui se passe à l'Est? Daniel Safou. On a l'impression que les populations de l'Est se battent seules. Ils ont dit d'ailleurs, ils se sentent abandonnés. Vous avez l'impression que nous, les Quinois, on se sent concernés par ce qui se passe à l'Est? Non, nous sommes concernés. J'ouvre une petite parenthèse. Ici, je fais allusion, n'est-ce pas, à notre consoeur journaliste, Colette Brackman. Colette Brackman écrit: il était difficile de balkaniser le Congo. Parce que c'est du fin fond, c'est réclamé de Kinshasa. Et regardez la configuration du Congo. Donc, tout celui qui est au village, au moins il a son frère ici à Kinshasa. Vous comprenez? Il y a des ramifications, n'est-ce pas, socio-linguistiques entre nous ici, n'est-ce pas, au Congo. Donc, nous parlons de ça. Ça prouve à suffisance, nous sommes de cœur avec nos frères de Béni. Vous saisissez? Et je vous donne encore un autre exemple. Mais y a-t-il des actions sociales, des actions concrètes qu'on peut faire, que la population de Kinshasa d'ailleurs se pose? Moi, on me pose d'ailleurs sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement, Daniel Safou, pour aider ces populations de l'Est? C'est vrai qu'on compatit, nous on fait notre boulot, c'est notre participation, mais il y a peut-être d'autres couches sociales qui veulent aider cette population de l'Est. Vous, en tant que journaliste, je n'apprécie pas cette démarche, cette approche, parce que c'est l'une d'approche qui enrichit les gens, sur le dos des gens, où les vivants cherchent à exploiter les morts. Devant de tels événements, les Congolais n'ont pas encore atteint un degré élevé, n'est-ce pas, du civisme. Vous saisissez? C'est-à-dire qu'on peut faire des dons et consorts, mais les gens en font, les gens vont faire de la récupération politique, tel et tel, je n'aime pas. L'État doit être responsable. À chaque fois que les gens doivent passer à la télé pour dire « Ah, Papa Kabila, Maman Olive Bisso, Ama Ekotela Bisso », mais on diminue l'État, on tire l'État vers le bas. Le premier parent dans un état de droit, c'est l'État. Ce n'est pas nous, nous ne sommes que des parents biologiques. Nous sommes que des canons qui aient favorisé à ce que ces enfants-là soient en vie. Mais les premiers parents dans un état de droit, c'est l'État. Où est passé les parents, n'est-ce pas, de ceux qui sont morts, dont je fais allusion, n'est-ce pas, à l'État? Au lendemain, n'est-ce pas, de ces aventures, on devait décréter, n'est-ce pas, un deuil national. C'est ça l'État. Rapidement. On devait décréter un deuil national. Au lendemain, n'est-ce pas, de ces événements, les ministres devaient descendre sur le terrain. Ils étaient sur le terrain. En retard. Chamouya, j'étais sur le terrain. En retard. Ils sont journalistes, en retard. Quand nous constatons les infirmités dans les chefs, n'est-ce pas, de nos dirigeants, nous devons le dénoncer rapidement. C'est nous, journalistes. Si on ne le fait pas, ils vont croire qu'ils travaillent bien. En retard. Et le deuil national, donc, je crois, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons quitter l'intelligence académique. Je ne cesserai jamais de le dire. Quand il s'agit de diriger le pouvoir, c'est l'intelligence stratégique. Cette intelligence n'est intelligence lorsque vous avez, n'est-ce pas, l'émanation des services d'intelligence. Ailleurs, les budgets
on met un grand budget pour la police, pour l'armée, et beaucoup plus pour les services d'intelligence. Parce que ce sont ces services qui permettent à ceux qui dirigent réfléchissent rationnellement. Ok. On ne dirige pas les pays à la télévision. Jean-Jacques Toumba, c'est vrai qu'aujourd'hui, les ADF Nalou, on a l'impression qu'ils entrent, qu'ils sortent dans notre pays comme un couteau dans le beurre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement pour essayer de stopper un peu ces massacres qui sont récurrents à l'est de la RDC? Ça sera la énième fois qu'on compte les morts en République démocratique. Est-ce que la MONUSCO, on ne peut pas faire une opération vraiment où qu'on fasse appel à la communauté internationale? C'est là on peut faire l'opération du Kofi. Qu'on aille terminer ça une fois pour toutes. Bien sûr, les ADF sont dans notre pays depuis belle lurette. Mais avec ce qui vient de se passer, nous sommes en devoir de nous poser la question: à qui ça profite? Et que ça profite réellement aux ADF. Je ne suis pas d'accord de leur présence ici dans notre territoire. Nous devons tout faire. Nous avons terminé la guerre avec le M23. Après le M23, on a parlé des FDLR et des ADF. Mais c'est à ceux qui ont ce pouvoir-là de tout faire pour sécuriser la population. Nous avons un gouvernement. Nous avons une armée. Bon, s'il y a des défaillances, il faut savoir s'asseoir pour voir ce qu'il faut faire et régler ces problèmes militairement. Parce que nous n'allons pas continuer à souffrir pour les gens qui combattent leur gouvernement à eux. Ils viennent les tuer chez nous. Pour avoir quoi? Donc, le gouvernement doit tout faire, tout mettre en œuvre pour bouter ces gens-là dehors. C'est ça. Mais c'est vrai que je reviens encore sur la question, Jean-Marie Kamboua, la communauté internationale. Vous avez l'impression que la communauté internationale, ça implique réellement, à part la MONUSCO, on nous dira que la communauté internationale est représentée par la MONUSCO, ok? Mais est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale s'intéresse vraiment au KRDC? Par rapport à tous ces morts, 80 morts, c'est quand même trop. Ça, c'est la énième d'ailleurs. Bien sûr, madame, le gouvernement de la République est dirigé. Il y a des institutions qui travaillent, qui fonctionnent normalement. Avant d'arriver à Béni, mais retournons d'abord à Tchanzounon, dans les communes de Tchanzou et consorts, là où les FRDC, aidés par la brigade d'intervention, est parvenaient à mater les rebelles rwandais du 1-23. Ils ont été matés, ils ont fui. C'est une fois qu'on a récolté cette victoire que Mamadou Ndala avait été envoyé à Béni. Arrivé à Béni, il a commencé à travailler et les résultats étaient visibles et palpables. Lorsqu'il est décédé, c'est le feu Baouma qui l'a remplacé dans la même dynamique et les résultats étaient palpables. Donc ici, moi, je ne peux pas, à mon côté, fustiger le travail qu'abat les FRDC. Je vais seulement constater que le gouvernement avait décrété une trêve. C'est cette trêve-là qui a facilité les autres à pouvoir se réorganiser. Dire que la communauté internationale nous soutient ou bien ne nous soutient pas, non. La communauté internationale est là, à travers la brigade. Maintenant, le problème, c'est quoi, madame? Les FRDC, très requinqués, avaient jugé bon de ne réserver l'appui de la MONUSCO, de ne conseiller à la MONUSCO que de leur apporter un appui logistique. Parce qu'eux-mêmes se disaient que nous sommes très forts sur le terrain. Nous avons attaqué les ADF, nous les avons délogés dans leurs bastions et nous les avons confinés. Donc, à ce moment-là, on ne voit pas pour quelles raisons encore nous allons encore faire appel à la communauté internationale pendant qu'elle est là et nous soutient logistiquement. Donc, moi je me rends compte que le problème maintenant réside au niveau du gouvernement. C'est à lui de donner une option, d'élever une option, de dire que non, désormais, à partir d'aujourd'hui, nous reprenons. Je vais calmer les amis. Lorsque nous apprenons que le ministre de l'Intérieur était à Béni, était à Béni en passant par Goma, et l'ami va dire que non. C'est en retard. C'est en retard. En retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Pensez-vous que les ministres devaient être là la nuit lorsque les tueries s'effectuaient? Non. Les ministres ne devaient qu'arriver le lendemain afin de constater, afin de calmer la population, afin de réfléchir pour trouver des solutions pour parer à cette situation. Au-delà du ministre, il y a le gouverneur du Nord Kivu
qui était à Beni depuis une semaine. Et le Julien Paluku. deuxième tuerie, oui, le deuxième tuerie, ils l'ont trouvé là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont les terroristes confinés très loin, mais qui profitent d'une situation la nuit et qui entrent, ils posent des actes, ils s'enfuient. Donc, l'ami ne peut pas aujourd'hui me dire que non, les Boko Haram qui opèrent au Nigeria, cela veut dire que non, obligatoirement, les services d'intelligence et de sécurité ont failli. Non, ils n'ont pas failli. Ils font leur travail. Mais n'oublie pas aussi que pendant que toi tu réfléchis, les terroristes aussi réfléchissent afin de pouvoir vous prendre en compte. Donc voilà la vision que nous devons avoir. Voilà, nous prenons maintenant, mesdames et messieurs, le deuxième sujet. Nous nous rendons un peu à la CPI. Comme vous le savez, Babala est en liberté provisoire, Bemba en attente, c'est selon la prospérité. Donc, je vous lis un peu le petit résumé de la prospérité. Fidel Babala, Aimé Kilolo, Moussamba, Jean-Jacques Mangenda et Narcisse Arido commençaient à devenir encombrants dans les cellules de la CPI. La durée de la détention provisoire était devenue disproportionnée. Le juge unique Kuno Tarfusser a pris la décision de leur accorder la liberté provisoire. Quant à Jean-Pierre Bemba, il reste en détention pour affronter en novembre prochain le dernier témoin à charge dans l'affaire des crimes présumés commis par ces hommes en Centrafrique. Daniel Safo, ça vous réjouit que nos compatriotes soient en liberté provisoire quand même, accordée par la CPI? On s'attendait à cela. On avait besoin de lui. On a toujours besoin de lui, Fidel Babala. On se disait cet homme pourrait encore jouer un grand rôle pour le pays. Nous connaissons sa pertinence, son dévouement, n'est-ce pas, aux affaires de l'État, son courage politique. On avait besoin de lui. Ça ne fait pas du bien qu'à chaque fois, vous ayez des informations au pays, on a assassiné tel, on a tué tel, on a arrêté tel. Ça ne fait pas du bien. Parce que le pays doit se construire par l'ensemble des symboles. Ce sont ces symboles qui vont nous produire, n'est-ce pas, la nation, dans ce sens-là. Donc, un fils du pays qui, la CPI a récupéré et la CPI accorde la liberté provisoire, ça doit être la joie, n'est-ce pas, de tout un pays, et surtout pour nous les Quinois, parce qu'il s'agit là d'un Quinois qui a été arrêté, qui est de retour. C'est une joie pour nous les Quinois, et je demanderai à Kimbuta qu'il aille l'accueillir, parce qu'un fils de Kinshasa qui a passé un temps, n'est-ce pas, en détention provisoire, et revenir, cette solidarité-là, surtout qu'il est de l'opposition, un gouverneur de la majorité qui se dit Quinois, Togoya Mamouana Kisasa, a une liberté provisoire, et ça fait du bien sur le plan moral et dans la dynamique, n'est-ce pas, de la construction, n'est-ce pas, de Quinois sur le plan sociologique. Donc, c'est un Quinois, je ne peux que me réjouir, moi, la Kinba Kanga qui est, à Mobali, à KCPI, à Bimi, c'est notre vieux. Là où il est, on en profite en passant pour le saluer. Il avait notre soutien, il aura toujours notre soutien. Et d'ailleurs, s'il y a organisation, nous, journalistes, nous serons là pour aller l'accueillir. Là, j'invite d'ailleurs aussi les joueurs, c'est Quinois, et notre gouverneur Quinois, qui s'implique cette fois-là. Fidel Baba donc sera de retour à Kinshasa, selon les conclusions de cette liberté provisoire. Ils doivent rentrer dans les pays où ils étaient arrêtés. Donc Fidel sera de retour chez lui en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il va réintégrer ses fonctions de député national? Bon, bien sûr que oui, puisqu'il n'a jamais été invalidé. Ok. Je pense que dès qu'il rentre, il retrouve son siège en attendant que la procédure puisse continuer. Si procès il y aura, pour qu'on puisse voir si on peut l'invalider ou pas, mais pour le moment, il est libre de réintégrer. Il va réintégrer son poste de député national? Oui. Laisse-moi d'abord dire un petit mot par rapport à Fidel Babala et consorts qui ont été libérés. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de demander aux militants d'aller l'accueillir. Mais il faut quand même expliquer aux militants pour qu'ils comprennent dans quelles circonstances il a été... on a décrété cette liberté provisoire. Selon les communiqués de la CPI que nous avons exploités... Ah, vous avez titré ça dans votre journal d'ailleurs. Voilà, l'avenir est là. Okay. Selon les communiqués de la CPI que nous avons exploités, l'information pour laquelle Fidel Babala et consorts étaient poursuivis est punissable uniquement de 5 ans de prison ou bien d'une amende. Maintenant,
les juges, un peu comme l'a dit la prospérité, les juges s'est un peu retrouvés dans une situation inconfortable. Parce que ça devenait trop long. Oui, selon laquelle nous savons que la procédure à la CPI est vraiment trop longue. Les juges sont très respectueux de la procédure. Alors le juge s'est dit, étant donné que cette infraction n'est punissable que de 5 ans et que ces gens-là sont là. Ils risquent de faire les 5 ans là. Voilà, tant mieux les laisser aller dans leur pays d'origine. Comme ça, chaque fois qu'on aura besoin d'eux, on pourra toujours les faire venir. Bon, là, c'est au moins une avancée, parce qu'il y en a qui avançaient beaucoup de choses sur la CPI. Il y a une lutte contre les opposants en RDC, il y a une traque. Maintenant, on se rend compte que c'est pas du tout ça, la politique n'est pas là-bas. Et c'est les juges qui font leur travail. Et voilà le premier résultat que nous avons. Du volet économique, mesdames et messieurs, ça fait la une quand même de certains journaux parus. C'était la menace sur les salaires des fonctionnaires. Depuis un certain temps, les fonctionnaires n'étaient pas payés. On a su pourquoi. Donc, l'ACB a écrit et le Premier ministre a répondu. Matata répond donc à l'Association congolaise des banques. Donc, la question qu'on se pose, Daniel Safou, du Point Saillant en plus, ces frais des banques-là, qu'est-ce qui se passe, cette tension ou cette mésentente entre le Premier ministre et les banques? Il y a déjà des failles dans la bancarisation, Daniel Safou? Oui, il se pose un problème. Il se pose déjà un problème dès le début, n'est-ce pas, de cette affaire de la bancarisation. Nous l'avions dit que quand il faut, n'est-ce pas, bancariser les gens, il y a déjà une forme de tricherie là-dessus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les frais bancaires. Ces frais bancaires, qui en bénéficient? Ça retourne ou ça reste, n'est-ce pas, dans ces banques-là? Ça, c'est déjà, n'est-ce pas, le premier constat. Et encore, cette bancarisation-là n'a jamais été effective parce qu'ailleurs, ça pose problème. Même ici à Kinshasa, observez quand il y a paye, ça pose problème. Les gens font, n'est-ce pas, des fils, ils sont à la quai. Donc, ça pose problème. On a résolu cela autrement. Mais le vrai problème, c'est quoi? Les engagements pris. Qu'est-ce que le gouvernement Matata avait promis? Un gouvernement, quand il prend, évidemment, il a pris les engagements avec les banquiers. Il a pris les engagements avec les banquiers. Et lesquels engagements qui aujourd'hui ne sont pas respectés. C'est là le vrai problème, qu'on se le dise. Les engagements qu'il a pris hier, et aujourd'hui, ça pose problème. Il ne les respecte pas tels qu'il avait pris ses engagements. C'est ça, nous appelons la défaillance de l'État. Quand on les dit, les autres nous vont traiter, n'est-ce pas? Je vous en prie, ne revenons pas. Ne revenons pas sur ça, s'il vous plaît. Élevons le débat. Moi, je crois qu'un gouvernement doit être assis sur l'engagement et la responsabilité. Qu'est-ce que Matata avait promis pratiquement aux banquiers? Vous avez dit qu'il y a eu des promesses. C'est quel genre de promesses il avait dit aux banquiers? Demandez aux amis, ils peuvent en dire encore plus. Oui, c'est quelles sont les promesses que Demandez aux amis. Matata avait promis aux banquiers dans ce dossier? Ce dossier, c'est que les banques réclamaient leurs prestations. Ah, ok. Ce n'est pas les frais bancaires, ce sont les prestations. Comme agent payeur. Ok. Que l'État qui s'élève à peu près à combien? Pas le chiffre. Que l'État, le gouvernement n'a pas payé depuis... Le mois de janvier, comme on a dit. Oui, ça fait près de 10 mois. Ouais, depuis le mois de janvier. Oui. Et l'État vient de libérer 3 mois seulement. Ok. Et il serait mieux, élégant que l'État respecte ses engagements. Oui, Jean-Jacques Cambois, c'est vrai que... Excusez-moi, Jean-Marie Cambois, c'est vrai, c'est question de respect des textes, hein, on y revient. On a toujours l'impression que les autorités congolaises ne respectent pas les textes, il y a toujours faille dans le respect des textes. Et cette fois-ci, ça menaçait même les salaires des fonctionnaires. Ça, ce n'est que les civils. Et on sait que la bancarisation touche aussi les hommes en uniforme. Et vous connaissez comment ils réagissent. Hein. Ils sont pas des ils ne réagissent pas. Donc, ils sont militaires, ils sont soumis au drapeau. S'il vous plaît. Donc, quand les militaires se fâchent, il y a toujours des répercussions. Alors, vaut mieux ne pas toucher aux hommes en uniforme. Ils sont là pour nous sécuriser. Alors, quelle est cette faille-là entre Matata et les banques commerciales? Les banques qui devaient payer... Madame, disons, mieux vaut tard que jamais. L'ami a bien répondu. Lorsque la bancarisation avait commencé, le gouvernement avait dès le départ accepté de supporter les frais de tenue des comptes. Jusqu'à un moment donné, le même gouvernement a expliqué à ses partenaires. Il leur a dit que désormais, chaque client
devra respecter, devra honorer dans son propre calcul les frais de tenue des comptes. Il est vrai que cela a provoqué des remous dans le monde des fonctionnaires. Et les remous, on connaît là où on en est aujourd'hui. Maintenant, le problème c'est quoi? Le gouvernement a expliqué à ses partenaires qu'à un moment donné, je pouvais accepter de supporter cette charge parce qu'on n'était qu'au début. Maintenant que le processus a atteint la maturité, la maturation, je vous demande désormais de supporter vos propres frais. Mais avec, avec le peu qu'ils ont déjà comme salaire, Jean-Marie, oui. Enlever encore le frais. Ce n'est que un compte de transit, d'ailleurs, c'est pas un compte d'épargne, c'est pas un compte d'affaires et tout ça, ce n'est qu'un compte de transit. Non, leur demander autant de frais avec le si peu qu'ils ont déjà. Dans la bancarisation, une fois qu'on a un compte bancaire, vous avez beaucoup d'avantages. Votre compte bancaire peut vous permettre d'aller solliciter un crédit auprès d'une banque. Votre compte bancaire peut vous permettre de l'avoir comme une garantie, ainsi de suite. Et puis, même si le gouvernement avait ouvert pour vous un compte, maintenant que le compte vous appartient, considérez-vous comme étant un simple privé. Donc, vous et moi, lorsque nous avons des petits comptes de gauche à droite, c'est moi-même qui les tiens, c'est moi-même qui les supporte, qui sait que dans mon compte j'ai autant et par rapport aux frais bancaires je peux payer autant. Donc le gouvernement voudrait tout simplement inviter les fonctionnaires à se responsabiliser, à comprendre qu'ils sont aussi clients au même titre que les autres. Il avait très bien accepté de supporter les frais jusqu'à un moment donné, mais juste au moment où le processus a atteint sa maturité, le gouvernement a préféré se retirer afin de le laisser se prendre en charge. Donc, la raison telle qu'est donnée par les confrères est tout à fait fondée et on ne peut que demander au gouvernement de pouvoir honorer ses engagements pour qu'on n'arrive pas au pire. Parce que même si les militaires et les policiers ne sont pas obligés à marcher, mais une réaction peut toujours conduire à des troubles. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Nous allons parler maintenant du cas Transco. C'est vrai que certains journaux aussi parus à Kinshasa cette semaine ont parlé déjà de cette situation de Transco qui est presque comme en faillite, vraiment programmée. Hein, la Transco. On se pose la question, Daniel Safou, on a créé la Transco, on en a beaucoup parlé. Et est-ce qu'on n'a pas prévu, par exemple, comment on appelle ça, l'amortissement du matériel et tout ça? Pourquoi en si peu de temps une société comme ça peut mourir de sa belle mort? Madame, il faut bâtir l'économie, il ne faut pas bâtir l'impression. Il ne faut pas bâtir l'impression, il ne faut pas construire la visibilité. C'est comme ça que ce gouvernement fait fonctionner. Il veut donner l'impression. Il faut construire les choses qui reposent sur des bases solides, c'est-à-dire le développement. Le vrai problème au niveau de cette entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise qui n'est pas comme les entreprises liées, n'est-ce pas, à l'économie du monde. J'entends par économie du monde, c'est-à-dire une entreprise qui génère, n'est-ce pas, les bénéfices. La Transco ne génère pas de bénéfices. J'en arrive, je vous donne les... Moi, je suis un journaliste d'investigation. 10 ans, gérer un journal dans cette ville, dans ces pays, et résister. Nous sommes des jeunes à qui il faut jeter des fleurs dans ces pays. Je vous en prie, continuez. Le pacte, n'est-ce pas, économique, n'est-ce pas, de cette entreprise est lié, n'est-ce pas, à la subvention. Or, depuis 60, les vrais problèmes qu'on a toujours connus, n'est-ce pas, dans toutes les entreprises de transport, nous avons connu STIC, nous avons connu Transam, nous avons connu Sotraz. C'est lorsque l'État assume, c'est à peu près ce que nous venons de dire ici avec, n'est-ce pas, l'histoire de la bancarisation, où l'État accepte que je vais assumer mes responsabilités. Et un peu plus tard, il se désengage. C'est un État irresponsable. C'est un État irresponsable. Et un gouvernement irresponsable aussi. C'est ce même gouvernement-là qui a du mal à payer la dette intérieure. C'est un problème sérieux. Lorsque un gouvernement ne sait pas payer la dette intérieure, par rapport aux bénéfices, je parlais de l'économie du monde. Les principes de l'économie de par le monde, c'est lorsque vous avez une entreprise, ça doit régénérer des bénéfices. Mais ce n'est pas le cas pour Transco. Pour Transco, c'est l'État qui accepte de subventionner. Mais les 500 francs congolais que nous payons là-dessus, c'est peu. Ça ne peut pas garantir l'avenir, n'est-ce pas, d'une entreprise de transport. C'est peu parce que ça peut aller si le gouvernement, l'État était responsable. Si l'État pourrait aller jusqu'au bout. Mais nous connaissons notre État.
je vous ai donné l'historicité, n'est-ce pas, des entreprises de transport dans notre pays. La maladie, c'est quand l'État accepte de subventionner, mais qui, en fin de compte, il se désengage. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les Blancs qui a quitté au niveau du Transco, il a dit, Transco serait une entreprise extraordinaire. Au moment où je vous parle, ça va à la chute, ça va à la destruction. Ce qui nous reste, c'est le trompe-œil. Nous voyons les bus qui passent, mais ça n'a pas de l'avenir. Bientôt là, ça va s'écrouler. Mais or, si on laissait Transco fonctionner en tant qu'entreprise devant générer, n'est-ce pas, des recettes, ces recettes pourraient faire face aux problèmes, aux imprévus, n'est-ce pas, au maintien, n'est-ce pas, de cette entreprise pour son avenir. Donc le problème est au niveau de l'impression que le gouvernement veut de nos gens. C'est un gouvernement à la visibilité, mais ce n'est pas, n'est-ce pas, une entreprise assise dans un développement durable. Non, c'est une entreprise teintée, n'est-ce pas, de l'impression. Comme les gens cherchent la visibilité, mais ça ne repose pas sur des bases solides. Socle solide. Ah. Alors, Jean-Jacques Ntumba, le Transco, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a même les esprits de vie. Aujourd'hui, les Quinois, quand même, ont des beaux bus pour circuler à travers la ville, mais ce sera quand même triste pour la énième fois que Transco meure. Qu'est-ce qui se passe avec la gestion des entreprises de transport en République démocratique du Congo? Est-ce que la subvention est-elle mauvaise pour les entreprises? Presque dans tous les pays du monde, le domaine des transports a été toujours subventionné par le gouvernement. Mais, laissez-moi vous dire que le transport est mal parti. Parce qu'ils n'ont pas associé les experts dans le domaine des transports terrestres pour la gestion, l'exploitation systématique de ces bus. Vous pouvez vous rendre compte, seulement en vous mettant au bord de la route ici, qu'il y a des bus qui circulent à vide. Parce que l'exploitation n'est pas systématique, n'est pas rationnelle. Ça, c'est de 1. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un pléthore de personnel. Parlons de la subvention. L'État a accepté de subventionner en carburant. En carburant? Oui. Ok. Ils prennent le carburant en charge, hein? En charge, et ils prennent les salaires des agents de la Transco. Des agents. Mais pourquoi cette entreprise devait connaître rapidement la faillite? C'est une mauvaise gestion des ressources financières. Il y a beaucoup d'intérêt dans cette histoire. Nous en avons déjà parlé dans nos journaux. Donc, problème de gestion rationnelle. Ils ne savent pas comment faire rentabiliser l'affaire. 500 bus. Mais donner ça à une société de transport, ce serait vraiment. Jean-Marie, c'est vous qui allez avoir vraiment les derniers noms par rapport à ces sociétés. Ce sont des beaux bus qu'on va circuler. Ça donne une belle image quand même de la capitale. Ça soulageait quand même un peu ce problème de transport récurrent à Kinshasa. Mais les gens ne comprennent pas. En moins de quelques temps, en moins de quelques mois, on programme déjà une mort. C'est inconcevable pour un Congolais lambda. Madame, moi je suis journaliste. En parlant, je dois me reposer à des sources qui sont fiables. Et la dernière source fiable que j'ai, c'est le dernier discours du Blanc que l'on est en train de parler. Enfin, c'est lui qui dirigeait la Transco. Je ne connaissais pas son nom. C'est Blanc qui gérait l'entreprise. Dans son discours, lorsqu'il venait d'acquérir un dernier lot, il n'avait jamais parlé d'un problème de subvention. Il n'avait jamais parlé d'un problème de recettes. On était d'ailleurs étonnés de constater que Transco pouvait mobiliser au moins environ 1 million de francs congolais par jour. Par jour. C'est peut-être peu le montant que je donne parce que les documents que j'ai datent quand même d'il y a quelques semaines. Donc, que Transco pouvait mobiliser beaucoup d'argent. Donc, le problème qui se pose... La gestion, simplement. Non, laissez-moi d'abord parler, madame. Le problème qui se pose aujourd'hui à Transco n'est pas celui des recettes, parce que les recettes, il y en a. Transco, c'est un service public. En tant que tel, les amis l'ont dit, non seulement il doit avoir la subvention étatique, mais il peut aussi fonctionner à perte. Donc, fonctionner à perte, c'est couvert par la subvention étatique, ce qui est tout à fait normal, et ça ne veut pas dire que non, l'État est parti de là. Je voudrais tout simplement qu'on me dise que
l'État est parti. Si l'État est parti, là au moins nous pouvons l'interpeller. Mais à ce que je sache, les problèmes qui se posent aujourd'hui à Transco n'est pas par rapport à l'État, mais c'est par rapport au contrat. Parce que j'apprends que le blanc de la RRRATP comme ça de Paris, oui, avait signé un contrat avec le gouvernement selon lequel, à un moment donné, l'entreprise serait cédée ou bien transférée aux Congolais qui la géreraient. Donc c'est dans ce contexte moi que je vois. Maintenant, quand le blanc a su qu'il devait partir, il a commencé à bouillonner l'eau de gauche à droite, et ce qui crée un peu de bruit. Mais pour qu'on me dise aujourd'hui que non, le Transco a un pléthore d'argent, je vais rire, je vais d'ailleurs en douter, parce que Transco, c'est une entreprise qui travaille normalement, qui fonctionne normalement, et s'il y a un problème, il va seulement falloir que le gouvernement insuffle un tout petit peu, avec un peu de moyens, et la situation va s'arranger. Mais l'État subventionne déjà, on a dit sur le plan du carburant, il donne déjà l'argent. Bien sûr, bien sûr. Parce que, mais comment on peut programmer déjà la mort des... Non, mais non, madame, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas à perte, madame. Elle ne travaille pas à perte. Il y a les bénéfices. Au regard des dernières données que j'ai eues, je me suis rendu compte, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Oui, il y a des bénéfices. Oui, madame Paulette, moi je suis journaliste. Tout le monde ici est journaliste. Ne faisons pas de aussi, oui. Je dis ceci. Cherchons quel est le vrai problème, n'est-ce pas, qui se pose au niveau des Transco. Nous avons les bis, les chauffeurs sont là, les travailleurs sont là. En regardant l'entreprise, on s'est dit, cette entreprise est opérationnelle. Mais si vous n'avez pas un œil journalistique, si vous n'avez pas le fondement rationnel, pour se rendre compte que cette entreprise a des prémices déjà qui posent problème. Sa conclusion va poser, n'est-ce pas, des problèmes. C'est ça. On ne dit pas que l'entreprise ne fonctionne pas, l'État est là. Non. L'État, l'absence de l'État commence à se faire sentir. Vous me saisissez? Pourquoi je dis, nous venons de débattre, n'est-ce pas, les choses sur la bancarisation. L'État accepte, le gouvernement accepte. Le gouvernement accepte. Mais à la longue, le gouvernement se désengage. Il pose problème. Mais il y a un problème. Il y a un problème qui va se poser un peu plus long, un peu plus tard. C'est le cas des Transco. L'État accepte, le gouvernement accepte de subventionner. Nous connaissons le gouvernement avec tous ses problèmes. Nous connaissons le gouvernement avec tous ses projets. Nous connaissons le gouvernement avec... budget de 9 milliards. Nous connaissons ce gouvernement, comment il fonctionne. Et nous le savons, ce n'est pas seulement ce gouvernement de Matata. À chaque fois que l'État ou le gouvernement a accepté de subventionner, ça pose toujours problème. Or, nous disons, oui, l'État peut aller jusqu'au bout, mais au cas où le gouvernement fait le mi-chemin, l'entreprise s'écroule. Parce que vous avez accepté de subventionner. Ça croule, ça s'écroule automatiquement. Okay, mais nous connaissons... Oui, maintenant nous revenons à ce qui concerne, n'est-ce pas, Transco. Mon ami a relevé un point important. Il a dit, ils n'ont pas tenu compte d'un planning. Ils n'ont pas associé les experts. Il a fait allusion même, parfois il y a des bus qui passent vides. Vous comprenez? Mais alors, tout cela, ça entraîne, n'est-ce pas, un manque de bénéfices. Ça, c'est le 1. Un autre manque de bénéfices, là où parce que l'État subventionne, automatiquement, l'entreprise ne visualise pas les bénéfices en tant que tel dans une économie telle que ça pourrait se passer ailleurs. Donc, je conclue, je confirme que c'est une entreprise qui n'est pas assise sur des bases teintées du développement. Ok, nous sommes vraiment à la fin. C'est dans ce sens. À quelle heure Transco arrête? 20h. 20h. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sortent après 20h. Tout ça dans les arrêts de bus. C'est manque de bénéfices. Ils n'avaient pas fait une étude de marché. C'est question tout simplement que l'on puisse réajuster les choses. Mais c'est ça. Mais nous constatons la défaillance. Transco, c'est un projet. C'est un projet gouvernemental. Le gouvernement, conscient qu'il est, ne pourra pas accepter que ce projet tombe. Ok. Mais le gouvernement a perdu beaucoup de projets. Ok, ça va Daniel, nous sommes à la fin. Merci, le débat était houleux parce que c'est un problème vraiment social, hein, le transport du Congolais. Merci à Daniel Safou du Point Saillant d'avoir accepté d'être de nôtres. Merci à Jean-Jacques Ntumba de la Trompette. Malheureusement, j'ai pas eu son journal, mais je crois que prochainement, il sera avec nous. Nous allons parler vraiment et nous allons vous présenter son journal. Et merci à Jean-Marie Cambois de l'Avenir. Nous avons parlé de la une, hein, de l'Avenir. La CPI accorde donc la liberté provisoire à 4 Congolais
Congolais, c'est une bonne chose. Ça leur permettra de souffler, d'affiner leur défense pour le procès qui viendra. Merci à l'équipe technique, donc à Guy Lukoki et à Gilles et enfin à Maïlo Bumba à la régie. Merci à vous tous qui me suivez, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Ça fait 2 ans que vous êtes fidèles à cette émission. Ça me touche beaucoup et ça me va vraiment droit au cœur. Et merci pour toutes vos remarques et suggestions. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Je serai là, fidèle au poste.